Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions, d'autant plus que votre temps est compté. Vous étiez hier soir jusqu'à minuit dans l'hémicycle. Vous y serez à nouveau à partir de 9h ce matin. Vous êtes le personnage central dans la série Budget qui se joue en ce moment même à l'Assemblée. Dans l'hémicycle, vous êtes d'ailleurs carrément assis à côté du ministre de l'économie et du ministre du budget. Vous êtes bien sûr le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la commission des finances. Vous avez déclaré hier, le gouvernement a deux options, le 49.3 ou laisser pourrir les débats. Qu'est-ce qui est le mieux entre les deux ? Pour eux, je pense que c'est de laisser pourrir les débats s'ils y arrivent. C'est-à-dire que, pour bien comprendre, s'ils laissent pourrir les débats, à la fin du fin, le texte en première lecture, s'il n'est pas voté, il part au Sénat dans sa version initiale. Et il n'y a pas de vote. Et il n'y a pas de vote. Donc c'est le même effet que le 49.3, mais sans avoir à sortir le carton 49.3. Oui, et sans risque de motion de censure. Donc ils peuvent évidemment être tentés par ça. Alors la difficulté, c'est que, et on compte bien continuer, pour l'instant, ils accumulent défaite sur défaite quand même, globalement, sur des amendements qui sont proposés principalement par le Nouveau Front Populaire, mais pas que. Il y a des groupes de la majorité, comme le MoDem, de la majorité avec des gros guillemets, vous avez compris qu'il y en a. Oui, on a bien compris que cette majorité, elle était de plus en plus fragmentée. Hein. Vous allez nous en... Voilà. Vous glissez aussi dans ces brèches, évidemment. Et donc, si tous les jours, ils ont une série de défaites qui montrent qu'en réalité, ils sont incapables de faire passer leur budget, je pense qu'au bout d'un moment, c'est un peu compliqué d'accumuler ça. Mais ils peuvent être tentés de le faire. Bon, à la fin du fin, il faudra bien un vote quand même. Parce qu'au fond, depuis quelques jours, nous sommes tous, alors évidemment, plus encore nous-mêmes qui sommes vraiment plongés évidemment dans cette actualité, mais je crois que globalement tous les Français se sont à la fois particulièrement intéressés au contenu de vos débats, c'est-à-dire la question du doublement ou non d'un certain nombre de taxes, la question du retour ou non de l'ISF, la question des impôts sur les très grands revenus. Tout cela, on a tous bien compris. Et puis il y a un autre aspect, positif d'ailleurs. Et il y a un autre aspect, effectivement, parce que les Français s'emparent du débat, mais il y a un autre aspect qui est aussi très complexe et qui se rajoute à tout cela, qui est la question de la procédure du fonctionnement de l'hémicycle. Ce que vous évoquez à l'instant, c'est l'article 47 de la Constitution, donc il faut bien avoir en tête le 49.3, ça je crois qu'on maîtrise. Oui. Le 47, c'est l'idée qu'effectivement l'Assemblée nationale doit se prononcer sur une loi de finances dans un délai de 40 jours. Donc quand vous dites laisser pourrir les débats, l'idée c'est que si ça dure plus de 40 jours, eh ben effectivement, il n'y a pas de vote, ça part directement au Sénat, et le Sénat étant largement plus favorable à cette petite majorité fragile, effectivement, ce serait plutôt de bon augure pour eux. Éric Coquerel, est-ce que vous avez des président signaux... de la commission des finances. Ouais, j'ai bossé. Éric Coquerel, est-ce que ça veut dire que vous voyez aussi des signaux de cette option-là ? Oui, bien sûr. Vous le voyez à quoi ? Je le vois principalement parce que figurez-vous que traditionnellement, ceux qui déposent les amendements dans un budget ou dans une loi, c'est l'opposition, puisque la majorité est du côté du gouvernement, donc ils ne cherchent pas beaucoup bouger le texte. Et bien là, figurez-vous, près de la moitié des amendements viennent des groupes gouvernementaux. Donc c'est des amendements de... c'est comme des ralentisseurs. Voilà, moi je pense que c'est un peu des ralentisseurs, et principalement d'ailleurs... Pour qu'on atteigne les 40 jours. Voilà, tous n'ont pas la même responsabilité, parce que principalement c'est EPR, les macronistes pour aller vite, et les autres sont la droite républicaine. Ça veut dire qu'ils font leur propre obstruction. Écoutez, on va voir là maintenant, parce que nous, on essaye, on a mis beaucoup moins d'amendements. Quand je dis nous, c'est le Nouveau Front Populaire, mais le Rassemblement National aussi en a mis très peu. On va essayer d'en retirer, je vous le dis, on va travailler... Vous allez retirer des amendements. On va essayer de retirer des amendements. Ça, c'est très intéressant, c'est rare. Pour essayer justement de déjouer cette espèce de piège, de faire en sorte qu'on puisse s'exprimer et qu'on puisse aller jusqu'au vote. Vous n'allez garder que les amendements auxquels vous tenez particulièrement. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Il y a tous les amendements sur la question de l'ISF, sur la question de l'imposition des multinationales, par exemple, en fonction des profits réellement réalisés en France et dans d'autres pays à fiscalité privilégiée. Vous avez la question des amendements, par exemple, sur les collectivités locales, vous savez, qui sont lourdement impactées par ce budget. On leur demande 5 milliards d'euros d'économies. Voilà, 5 milliards d'économies. Enfin, vous avez quand même pas mal d'amendements, mais l'idée, par exemple, ça peut être de retirer des doublons, ça peut être de retirer des amendements mineurs, de façon à voir si eux font la même chose. Parce que s'ils ne font pas la même chose avec leur amendement, ça sera clair. En gros, vous leur dites chiche. Regardez, nous, on est prêt à en retirer une partie. Est-ce que vous êtes prêt à faire la même chose, ce qui montrera votre bonne volonté réelle
et pas supposé. On va revenir d'ailleurs dans le détail de ce que vous veniez de dire, notamment sur l'ISF, etc. Mais encore un mot de procédure, parce qu'on l'a appris donc hier, lors du Conseil des ministres, l'option 49.3 a été activée. C'est-à-dire, là encore, c'est de la procédure, mais pour pouvoir dégainer un 49.3, encore faut-il que ça ait été autorisé en Conseil des ministres. Cette étape-là, elle est faite, ce qui veut dire qu'à tout moment, le gouvernement, sans avoir à convoquer un Conseil des ministres extraordinaire, peut sortir le 49.3. S'il finissait par le faire, découragé par les échecs successifs, comme vous dites, il y aurait automatiquement une censure de votre part? Ah bah bien sûr. Et là, on verra bien ce que fait le Rassemblement national. Il faut comprendre que depuis le début de la discussion en séance, ceux qui tiennent, qui supportent, qui soutiennent le gouvernement, c'est le Rassemblement national. Numériquement, c'est-à-dire les groupes gouvernementaux sont très très peu dans l'hémicycle, donc tous nos amendements pourraient passer. Et ceux qui arrivent à leur rescousse, notamment pour éviter les amendements qui touchent les superdividendes, éviter les amendements qui touchent les revenus du capital, eh bien, c'est le Rassemblement national qui est très, très mobilisé et qui soutient quelque part le gouvernement de M. Barnier. Voilà ce qui se passe depuis 2 jours. Sans le Rassemblement national, quelque part, le budget devient le nôtre. Et quand vous dites, on verra à ce moment-là ce que fera le Rassemblement national, la question, effectivement, c'est de savoir si le Rassemblement national voterait une censure déposée par le nouveau Front populaire. Exactement. Ça vous paraît envisageable? J'avais ici même Sébastien Chenu, qui est le vice-président du RN, qui quand même laissait vaguement ouverte cette porte. J'ai l'impression qu'il y a des débats chez eux, pour tout dire. J'ai cru comprendre, je lis aussi à travers la presse, il y a des débats d'ailleurs aussi sur la ligne politique, plus ou moins libérale. J'ai vu que M. Bardella, pendant ce week-end, n'était pas très content parce que M. Tanguy, qui est le chef de file en commission finances du Rassemblement national, avait laissé passer justement une augmentation du seuil de la flat tax, c'est-à-dire cette imposition du capital qui protège le capital. Qui n'a finalement pas été adoptée. Non, en séance, ils sont revenus dessus, ce qui montre que finalement, c'est peut-être la ligne Bardella qui l'a emporté. C'est la ligne d'extrême droite et libérale. Des fois, vous savez, on a tendance à oublier que dans l'extrême droite, il y a droite. Notamment sur le plan économique, là on est en train de le voir forcément, quoi. Donc on a une situation dans laquelle cette motion de censure, effectivement, on a le RN qui hésite. Moi, mon fort intérieur, c'est que je pense qu'à la fin du fin, peut-être pas ce coup-là, mais ça sera très compliqué pour le Rassemblement national vis-à-vis d'une frange de son électorat. Je pense aux retraités. Je pense, enfin, je dis pas que tous les retraités votent RN, mais eux, ils comptent beaucoup là-dessus. Je pense à certaines classes populaires de certains territoires de France qui souffrent aussi de la politique de M. Macron, de finalement permettre que le budget de M. Macron en faveur des ultra-riches finisse par passer. Ce que vous voulez dire, c'est qu'ils auront du mal à assumer vis-à-vis de leurs électeurs d'avoir été en réalité ceux qui auront soutenu ce... Donc vous dites qu'ils finiront par voter une motion de censure. Moi, je pense que c'est possible. Ensuite, il y a encore 2 options. La question, c'est s'ils déposent leur propre motion de censure, puisque vous ne la voterez pas, elle n'a aucune chance de passer, mais ils pourront dire on avait tenté le coup. Oui, d'accord. Bon, enfin, ça, c'est aussi un petit peu de votre faute. Oui, mais ça... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cohérence quand même là-dessus. Pourquoi ? Sur la retraite, par exemple. Je ne comprends pas très bien que vous ne vous mettiez pas d'accord. Vous aviez quand même un objectif, vous aussi, vis-à-vis de vos électeurs. Votre objectif, c'est de leur dire on va abroger la réforme des retraites. C'était d'ailleurs tout en haut de la liste de votre programme du nouveau Front populaire. Et là, le RN dit faisons-le ensemble et vous ne le faites pas. Alors, c'est une chose de prendre tout ce qu'on peut pour abroger la réforme des retraites, c'est une autre de participer à une arnaque. Parce que c'est une arnaque pour le Rassemblement national. Il faut comprendre qu'en réalité, le texte qu'ils vont préparer, qu'ils vont présenter en leur niche, comme ils n'ont aucun groupe au Sénat, ça va s'arrêter là. Ça n'ira pas au Sénat. Alors que le texte que nous allons proposer dans notre niche 3 semaines après, ce sera le même. Nous et les filles, il est légèrement différent, notamment parce qu'il prévoit des financements qui, pour aller vite, comptent aussi sur, par exemple, aller taxer les superdividendes, des choses qui sont, on va dire, des valeurs de gauche et qui ne font pas reposer l'effort uniquement sur les salariés. Bien. Donc, on a cette niche. On sait déjà qu'il y a la niche du Parti communiste qui nous accueille au Sénat en janvier et la niche écologiste qui nous accueille en retour à l'Assemblée. Bon. Donc déjà, ça, c'est crédible. Voilà. Alors, ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qu'il faut que vos téléspectateurs entendent, c'est que, figurez-vous que le RN, on a mis des textes, cette fois-ci dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, 2 amendements qui permettent au moins de faire voter sur l'abrogation. Je pose exactement cette question-là à Sébastien Chenu. Il n'y a pas de souci, mais laissez-moi finir. Eux, c'est un amendement, nous, c'est une vraie loi. Oui, d'accord. Mais figurez-vous, un amendement, c'est mieux qu'une loi, parce que la loi, il faut que ça fasse des allers-retours avec le Sénat. L'amendement, s'il est voté, il y a le vote de l'abrogation de la réforme des retraites. Eh bien, comme par hasard, le Rassemblement national, et c'est bien là qu'on voit que c'est uniquement de la communication, a voté contre ces 2 amendements. Et pire encore, dans le texte qu'ils ont mis sur la table, il y a des mesures de financement qui, là, par contre, imaginent
supportent l'idée que les gens doivent travailler plus longtemps, ce qui est exactement le but de cette réforme. Donc tout ça, c'est de l'arnaque. Oui, nous, on va pas cotiser à une arnaque du Rassemblement national. Fabien Roussel, qui est quand même le patron d'un des morceaux de votre coalition, il n'est plus député, mais il dit si j'étais encore député, je voterais le texte du RN. Les Français veulent l'abrogation. Ils se foutent de savoir d'où ça vient. Mais oui, mais il faut comprendre que le texte. Il n'y aura pas d'abrogation avec la niche du RN. Alors peut-être que M. Roussel ne suit plus tellement les travaux parlementaires, il n'a peut-être pas très bien compris ça. Le texte du RN ne permet pas l'abrogation, tout simplement parce que ça sera mort-né. Donc arrêtons de laisser croire ça, et je trouve que c'est dommage que M. Roussel cotise à ça. Les échecs donc du gouvernement sur le budget, avec un certain nombre de votes qui ont eu lieu déjà depuis un peu plus de 48 heures et qui quasiment tous se sont soldés par une modification du budget tel qu'il le souhaitait. Il y a notamment cette contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus. Certes, il la souhaitait, mais il voulait qu'elle soit limitée dans le temps. Elle ne sera plus exceptionnelle, mais pérennisée, c'est cela ? Oui, alors elle est pérennisée et on a élargi son efficacité. Parce que le petit problème, c'est qu'il y a fort à parier que tout ça ne rapporte pas 2 milliards tel qu'elle était prévue. Vous savez, ils avaient dit au début, il y a 64 000 personnes concernées, finalement, il n'y en a plus qu'un tiers. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait ils avaient fait des mesures. Parce qu'il y avait des petites astérix, des petites exceptions, etc. Ils avaient fait des mesures qui permettaient finalement de limiter l'impact de cet article. Et avec 2 amendements, on a effectivement réussi à le renforcer et à le pérenniser, ce qui est une bonne chose. Vous avez également obtenu une victoire sur l'exit tax qui va être renforcée. L'exit tax, c'est l'idée que si l'on quitte la France fiscalement, on ait une sorte de péage sorti qu'on doive payer très cher. Non, c'est pas celui-là. Enfin, excusez-moi. Non, alors, allez-y. Non, l'exit tax, c'était imaginé par Nicolas Sarkozy. Vous voyez, on reprend la version de Nicolas Sarkozy. Dis donc. Écoutez, il n'y a pas de raison. On n'est pas sectaire. S'il y a des bonnes choses qui viennent, qui sont venues du côté de la droite, on les reprend. C'était faire en sorte que, quand vous essayez de spéculer sur la vente de votre entreprise à l'étranger, notamment pour des start-up, vous ne puissiez pas comme ça le faire aussi tranquillement. Donc c'était un aspect préventif au départ. Et puis quand M. Macron est arrivé, il a supprimé l'ISF, il a amoindri la portée de l'exit tax et il a imposé ce fameux flat tax, c'est-à-dire la protection du revenu du capital. Là-dessus, vous n'avez pas réussi. Non, ça, on n'a pas réussi parce que le Rassemblement national a sauvé le gouvernement là-dessus. L'ISF non plus. Ça va venir. Donc ça, j'espère bien qu'on arrivera au moins à rétablir l'ISF. Pourquoi il faut faire ça ? Juste, je m'arrête là-dessus. C'est que il faut comprendre que l'origine du déficit dans ce pays, c'est principalement les 62 milliards de recettes en moins que le gouvernement a imposé. Et dans ces 62 milliards, ça avantage surtout les très riches. Bien. Et c'est les très riches détenteurs du capital grâce aux mesures que je viens de vous dire. Donc là-dessus, il n'y a pas de raison que tous les Français payent les cadeaux aux plus riches. Chacun le comprendra. Donc c'est là-dessus que nous voulons revenir. Sur l'ISF, est-ce que le MoDem, j'imagine que vous discutez régulièrement avec eux, pourrait être avec vous et pourrait voter avec vous le retour de l'ISF ? J'espère. S'ils votent avec vous, ça passe. Ah oui, s'ils votent avec nous, ça passe. Et peut-être qu'à un moment donné, le Rassemblement national va se rappeler que, soi-disant, il fait un peu de social et qu'il aura quand même du mal à ne pas au moins accepter le rétablissement de l'ISF. Parce que nous, on propose un ISF climatique, mais je vous l'expliquerai un autre jour. Parce que là, sur les propositions qui ont été mises dans le débat ces derniers jours, la question du retour de la taxe habitation, la question de la rentabilité record des sociétés d'autoroutes dont le gouvernement pourrait reprendre la main sur les contrats. D'abord, la taxe d'habitation. On sent bien que ça pourrait être l'une des solutions avec les efforts supplémentaires qui sont demandés aux collectivités locales. Sauf que la taxe d'habitation, certes, avait été supprimée, mais la taxe foncière a quasi doublé. Oui, ça veut dire que ce serait presque la double peine, non ? C'est-à-dire, oui, mais non, justement, c'est que le problème, c'est que le gouvernement a organisé un rapt sur les revenus des collectivités, notamment en indexant pas la DGF. Il y a des calculs la DGF, c'est la dotation globale de financement, excusez-moi, qui est donnée par l'État en échange de prestations qui sont assurées par les collectivités territoriales. On leur a déjà demandé des efforts. On leur a pris beaucoup d'argent. Il y a des calculs qui expliquent qu'en 10 ans, ça équivaudrait peut-être à 211 milliards, pour vous dire quand même la somme. En tout cas, c'est énorme. Bon. Donc, on a organisé ça, on a organisé la fin de leur autonomie fiscale, et donc cet argent-là manque. Donc, ce qui se passe, ils augmentent effectivement la taxe foncière. Mécaniquement, ils ont été gonflés la taxe foncière. Donc, nos concitoyens peuvent se dire qu'ils ne payent peut-être plus la taxe d'habitation, mais que mécaniquement, ils payent plus de taxes foncières de ce fait-là. Ça veut dire que vous êtes favorable au retour de la taxe d'habitation ? Je suis favorable, oui. Je préfère qu'il y ait une taxe d'habitation plutôt qu'on paye tous
en réalité ça, parce que c'est par la TVA qu'on paye, qui est l'impôt le plus injuste. Que du coup, ils vont baisser la taxe foncière? Non, ils vont garder la taxe foncière très haut et rajouter la taxe d'habitation. Pourquoi vous pensez du mal des collectivités locales? Je ne pense pas du tout du mal, mais je vois bien la difficulté dans laquelle ils sont. Donc je ne crois pas que les collectivités locales veulent organiser une pression fiscale. Je pense qu'elles veulent pouvoir accomplir leur mission avec un financement au moins égal à celui qu'ils avaient l'année d'avant. Vous pariez sur une baisse de la taxe foncière, alors qu'on rajoutera la taxe d'habitation. Je pense que s'il y avait plus d'autonomie fiscale et qu'on revenait sur ce qu'on a supprimé, je pense notamment à la CVAE, qui est un impôt de production sur les entreprises qu'on a supprimé, la taxe d'habitation qu'on a supprimée, on l'a remplacée par la TVA, qui manque aux revenus de l'État et qui, je l'ai dit, est payé par tous les Français de manière injuste. C'est un impôt non proportionnel, d'accord? Eh bien, peut-être que la taxe foncière baisserait. Quand je vous écoute, je vous avoue, Éric Coquerel, que je pense un peu à la... Non, je comprends très bien. Mais ce que je comprends surtout, c'est aussi que je me dis, je repense à la chanson des Inconnus sur les taxes. C'est vrai que vous faites presque un cadeau à Michel Barnier. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que dans leur discours, depuis lundi, je recevais le ministre du Budget, ils ne s'en privent pas. Ils disent sans arrêt qu'au fond, presque en vous caricaturant, en rajoutant des taxes, en les pérennisant, là où honnêtement, par exemple, la taxe sur les très hauts revenus, vous pouviez très bien la voter telle qu'elle, sans rajouter absolument qu'elle était pérennisée. Vous saviez que dans 2 ans, on pouvait la pérenniser. Le faire, est-ce que c'est pas leur donner un cadeau politique? Qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère une taxe qui augmente les prix de l'électricité pour tous les Français, ce qui est prévu dans le budget de M. Barnier? Est-ce qu'on préfère pénaliser tous les retraités, ce qui est prévu dans le budget de M. Barnier, ou est-ce qu'on préfère qu'à un moment donné, ça on le supprime, et qu'on prenne à ceux qui ont accumulé par exemple 1000 milliards de plus d'euros de patrimoine depuis 20 ans? Ma réponse, elle est là. Donc ça ne concerne pas. Ça concerne qu'une infime proportion de Français. Que vouloir coûte que coûte, par exemple, dire que cette taxe serait pérenniser dès maintenant, c'est surtout pour dire que vous l'avez fait, parce que dans les faits vous auriez pu la pérenniser, mais vous auriez pu la pérenniser dans 1 an, dans 2 ans. Vous trouvez ça juste, vous, que à chaque fois qu'il y a des mesures qui touchent les classes moyennes, les classes populaires, elles soient toujours permanentes? C'est pas une question de juste ou pas juste. Et que quand dans la bataille politique, vous leur donnez cet argument. Quand on ose prendre par exemple 2 milliards sur les centaines de milliards qui ont été qui se sont accumulés dans la richesse de vraiment quelques milliers de Français, il faut le comprendre, depuis 2017, on nous dit « Ah mais là, non, là ça doit être exceptionnel. Là, il faut le réduire par 2 au bout de 2 ans. » Non, enfin, tout ça, c'est insupportable. Monsieur Macron, ça a été la politique pour favoriser les ultra-riches. Là, nous, on veut récupérer un peu de cet argent parce que, figurez-vous, c'est nous tous qui la payons. Par les déficits, par la baisse de pouvoir d'achat. Donc ça, c'est plus supportable. Donc nous assumons de vouloir imposer un peu plus, quelques milliers de personnes, pour faire en sorte que les autres, soient moins imposés et récupèrent du pouvoir d'achat. C'est tout simple. Côté impôt, on a bien compris. Côté réduction de la dépense, on vous entend moins. Ah non, je vous propose plein de réductions de dépenses. Bah ouais. Quand par exemple je dis on pourrait diviser par 2 le crédit impôt recherche qui favorise des entreprises comme Sanofi, c'est de la dépense fiscale, d'accord? Quand je dis il y a des niches fiscales aujourd'hui inutiles dans ce pays, voire polluantes, c'est des dépenses fiscales que je vous propose de réduire. Quand je propose d'en finir avec le SNU, le service national extérieur, qui pourra coûter jusqu'à 6 milliards à l'État, c'est des dépenses que je propose de réduire. Vous voyez, on propose beaucoup de dépenses en moins. Par contre, mais là, en je ne propose pas. Le SNU, c'est pas encore une dépense. Vous réduisez une potentielle dépense. Oui, peut-être, si vous voulez. Enfin, vous avez compris. Il y a des dépenses qu'on peut. Par contre, tout ce qui est dépenses sociales et publiques, sur l'éducation, sur l'hôpital public, etc., ça, il est hors de question de le baisser. Et vous savez pourquoi il est hors de question de le baisser? D'abord parce que les Français auront moins de services. Ceux qui ont de l'argent pourront le chercher en privé. C'est l'objectif. Et en plus de ça, c'est un effet récessif sur l'économie. Moins 0,8%, c'est l'OFCE qui le dit, à force qui redoute effectivement que ce soit. Et moins 0,8%, laissez-moi terminer, parce que il faut bien comprendre, moins 0,8%, c'est 30 milliards à la fin de recettes en moins pour l'État fiscal et social. Donc on nous dit, on va mettre 40 milliards de baisse de dépenses, et il y a 30 milliards qu'on va perdre là-dessus. À quoi ça sert d'enquiquiner les gens avec une politique de gribouille de ce type? Éric Coquerel, le Sénat appelle le gouvernement à reprendre la main sur les contrats des autoroutes pour récupérer une partie de la rentabilité. Vous êtes pour ou contre? Bien sûr. Bien sûr. Donc ça vous paraît une des choses simples qu'on peut faire vite. Une dernière question aussi sur l'un de vos camarades, Andy Kerbrat, on en a parlé hier, il a été pris en flagrant délit d'achat et de possession de drogue de synthèse, de la 3-MMC. C'est la drogue qu'avait pris par exemple Pierre Palmade. Est-ce qu'il peut continuer, d'après vous, à exercer son mandat de député? Bien sûr. Bien sûr. Donc on peut être sous l'effet de la drogue je vais vous dire une chose. Et exercer son mandat de député. Je vais vous dire une chose. On peut enfreindre la loi et exercer son mandat de député.
il demande des soins parce que ça fait longtemps qu'il se bat justement contre l'addiction. Enfin, il demande des soins une fois qu'il a été pris en flagrant délit. Attendez, laissez-moi finir. Non, vous vous trompez. Vous ne connaissez pas sa situation. C'est pas le cas. Contre les addictions, etc. Il est très engagé pour lui et pour les autres. Je veux bien, mais enfin là, il était en train d'acheter de la drogue. Mais je vais vous répondre. Moi, je pense que pour lutter contre la drogue, contre l'usage de la drogue, il faut une politique sanitaire. Cette politique sanitaire, elle passe, à mon avis, par la dépénalisation de l'usage. Laissez-moi répondre. Je vous réponds politiquement. Il faut dépénaliser l'usage comme on l'a fait au Portugal. Au Portugal, on a dépénalisé l'usage. Eh bien, on a divisé par 10 le nombre de overdoses. On a divisé par 3 la consommation d'héroïne. On a divisé, je ne sais plus combien là, c'est énorme, le VIH, etc., etc. Et il y a 3 fois moins d'emprisonnement. C'est une politique qui fonctionne, qui marche. Je ne parle évidemment pas des trafiquants, vous l'avez compris, je vous parle des usagers. Et donc, ce que je crois nécessaire, ne croyez pas que je vais l'appliquer de manière double peine à handicap. Donc évidemment, on va le conserver avec nous. Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et président de la Commission des Finances. Merci d'avoir répondu à mes questions. 8h53 sur RMC BFM TV.